merci d'être venu ce soir pour cette petite session qu'on a intitulée Plonger dans Azure OpenAI et son usage avec Semantic Kernel. Je vais vous montrer le sommaire tout de suite, ça va aller plus vite. On a une première partie introduction rapidement pour se présenter, déjà de base. Ensuite, je vous fais toute une passe sur la partie présentation d'Azure OpenAI. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les invitations au début, c'était Madina qui devait faire cette partie, mais Madina s'excuse puisqu'elle n'est pas disponible ce soir au final, donc j'ai récupéré ces parties. Et on pense très fort à elle puisqu'elle a un souci personnel. Donc, on va présenter le service. L'idée, c'est de déjà vous montrer pour ceux qui n'ont jamais utilisé ce que c'est, comment ça se crée, comment ça s'utilise de base. Montrer quelques cas d'usage, quelques limites. Ensuite, j'ai un petit focus sur une partie architecture de solutions. L'idée, c'est de vous mettre en avant quelques problématiques qu'il y a avec ces usages de ces technos-là et de comment les résoudre aujourd'hui avec les moyens qu'on a. Ensuite, on va rentrer dans une dernière phase sur l'usage avec Semantic Kernel. Je vous expliquerai ce que c'est Semantic Kernel, vous montrer quelques exemples, quelques démos et une phase de questions-réponses. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant la présentation ou autre, on peut interrompre, etc. Tout comme moi, je reste après. Donc, si vous voulez voir plus de choses ou qu'on manipule un peu plus, on peut garder aussi du temps à la fin pour tester tout ça. Eric, je crois que tu as juste un petit slide de... Ouais, l'idée, je ne veux pas vous embêter. Je ne vous embête pas longtemps avec ce slide. Présenter en gros qui on est. Métier, pourquoi est-ce qu'on vient partager la connaissance, pourquoi humblement on vient partager la connaissance. Et puis on remercie énormément surtout le NTG, parce que c'est toujours sympa de pouvoir échanger tous ensemble. N'hésitez pas à interagir avec nos super brillants experts. Spelenza, donc nous on est experts du cloud Microsoft. On fait à la fois du conseil et de la réalisation. On aime bien faire des slides, mais surtout on aime bien dans le conduit et prouver à nos clients que ça fonctionne. Je pense que vous êtes aussi tous des passionnés. Donc on est né dans le pass. Comprenez que les architectures, on a fait les critiques, il fallait porter Aziz dans le cloud, mais il fallait les transformer pour utiliser le meilleur de la plateforme. On fait de la data, l'analytics avec la database. Bien entendu, thématique aujourd'hui, on fait de l'IA. On n'est pas mauvais, encore une fois, de façon très humble sur le développement. On fait de la sécurité, c'est un peu marketé, parce que la sécurité, on va retrouver de sécurité en cas de plateforme, mais aussi en IA, et bien sûr sur tout ce qui est développement. On fait de la Power Platform, on fait du low-code avec les technos Microsoft. Et puis enfin, un truc qui nous différencie un peu, on est aussi organisme de formation. Donc, on dispense des formations certifiantes Microsoft. On a le petit tampon qui va bien chez Microsoft. Et ce qui nous différencie, c'est que ce sont nos experts qui dispensent les formations. Pour ceux qui ont développé cette capacité, cette envie de partager la connaissance, et on leur donne la possibilité aujourd'hui de donner de la formation certifiante pour l'ensemble de nos clients et nos partenaires. Voilà, donc esprit communautaire, on partage, vous n'hésitez pas à poser plein de questions, et moi j'ai... Bonjour à tous, merci d'être venus pour le premier événement du NTG Lyon de la saison. Merci aussi à Célinda, d'abord avec Sico qui vient de Paris pour présenter la partie IA. Merci d'être venus aussi si nombreux. Le NTG, on est une association. Notre but, c'est de promouvoir les technologies Microsoft, pouvoir les utiliser, et de créer une communauté. Pareil, si vous avez le but est c'est qu'on échange aussi à la fin, voir en fait la techno, comment l'utiliser. Je n'ai rien oublié, puis j'ai laissé à Nicolas commencer. On m'a dit qu'au fond, c'était pas forcément assez fort, donc je prends le micro. Vous m'excuserez, je vais peut-être Enfin non, je vais pas m'asseoir. On attaque le gros du sujet, on a fini les slides de blabla de promotion. Je vais les faire. Juste qui je suis, parce que vous ne me connaissez certainement pas. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de travailler sur des projets avec les technos que je vais vous présenter. Je fais aussi de l'avant-vente et du tout, mais je suis staffé chez les clients. C'est-à-dire que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une partie du Rex, des choses que je manipule tous les jours.
Et comme disait Eric, on fait aussi de la formation. Hier, j'ai donné une formation AI 900, par exemple, donc c'était l'occasion. Je ne vais pas vous mettre mon CV entier, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, thématique, on a du Azure OpenAI. Donc, qu'est-ce que c'est Azure OpenAI? C'est un produit, donc, c'est de l'OpenAI, tel que vous l'entendez. C'est-à-dire que si vous voyez les chats GPT ou autres sur le site d'OpenAI, le chat.openai.com, OpenAI est une société. Et aujourd'hui, OpenAI est un partenariat avec Microsoft qui permet à Microsoft d'exposer des modèles qui ont été créés par OpenAI, mais dans une version Azure. Quand je dis version Azure, c'est les mêmes modèles, c'est juste qu'ils sont hostés par Microsoft et qu'on consomme différemment. Alors comment on retrouve cette solution OpenAI aujourd'hui dans l'écosystème autour de l'IA chez Microsoft? Dans les slides assez classiques Microsoft, on retrouve différents niveaux sur la partie IA. Il y a l'IA niveau machine learning, quand vous faites vos propres algos, vos propres entraînements, etc. Souvent, vous utilisez Azure Machine Learning. Il y a deux niveaux qu'on retrouve ensuite qui sont de l'IA qu'on va appeler plus sur étagère. Moi, je ne suis pas data scientist, donc Azure Machine Learning, je connais un peu la brique, mais je n'ai pas implémenté d'algo dedans. Par contre, dans mes projets, tous les jours, j'utilise l'ensemble de ces briques-là pour aller infuser des solutions d'IA dans des solutions. Aujourd'hui, sur de l'OpenAI, ce n'est pas vous qui recréez le modèle. Le modèle, il est fourni, un modèle GPT, il est fourni dans le service. Donc, on retrouve dans ces deux stacks-là toute la partie computer vision, speech, traitement du langage, etc. Et Azure OpenAI est venu se greffer à ce niveau-là. On le retrouve aussi infusé dans d'autres produits. Aujourd'hui, si vous voulez appeler par exemple un service OpenAI, vous pouvez aussi le faire depuis du Power Automate, par exemple. En fait, tous ces produits qui sont à ce niveau-là, ils sont souvent accessibles au travers de connecteurs dans notre niveau. Et nous, on va s'arrêter vraiment à ce niveau-là pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec Azure OpenAI? On va retrouver différents types de modèles. Il y a certains termes qui vont vous parler, d'autres peut-être un peu moins. Globalement, on va retrouver des fonctionnalités autour du traitement du texte, notamment être capable de générer du contenu, c'est ce qu'on trouve avec les chats GPT ou autres, mais aussi faire des opérations sur le texte plus large, aller faire du résumé de contenu, aller faire du questionnement, par exemple, sur un document, sur un texte. Ça va être plus les modèles GPT qui vont servir à cette partie-là. On va avoir des outils autour de la gestion du code. Donc, c'est tout ce qui est modèle codex. Alors, généralement, nous, quand on travaille au quotidien avec ces produits-là, ce qu'on va retrouver chez nos clients, c'est l'usage des modèles GPT et des embeddings. La partie codex, globalement, on l'utilise tous les jours quand on utilise, par exemple, GitHub Copilot sur votre machine, si vous l'utilisez quand vous développez et que vous avez les suggestions automatiques de code avec GitHub Copilot. C'est un modèle codex qui tourne derrière. On retrouve aussi de la partie image dans Azure OpenAI. Il y a du DALL-E. Alors, vous avez peut-être vu cette semaine, il y a une annonce de DALL-E 3 côté OpenAI. Aujourd'hui, dans Azure OpenAI, on a DALL-E 2. Il y a toujours, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours un petit délai entre l'arrivée d'un produit chez OpenAI et son intégration dans Azure OpenAI. Généralement, il y a un cycle de vie de quelques mois, on va dire. Par exemple, quand OpenAI a sorti son modèle pour le traitement du speech, qui s'appelle Whisper, Whisper a dû être annoncé il y a bien 3 mois, je pense. Whisper est arrivé sur Azure OpenAI il y a 2 semaines à peu près. Je ne sais pas exactement, mais il y a assez peu de temps. Donc on va retrouver les mêmes, c'est vraiment les mêmes modèles qu'on peut réutiliser. C'est juste qu'ils sont proposés dans une approche un peu plus enterprise. Et la grosse différence, aujourd'hui, les trackers de nos clients, les problématiques qu'ils ont, c'est OK, j'ai joué avec ChatGPT, j'ai tous mes employés qui utilisent ChatGPT, ils copie-collent les informations de l'entreprise et ça part chez OpenAI. Et ça sert, enfin, vous vous rappelez, si vous êtes allé sur le chat OpenAI, la première chose qu'on vous dit, c'est un modèle en preview, toutes les données que vous envoyez servent à plein de trucs. Donc c'est un peu gênant quand les gens de l'entreprise envoient toutes les données comptables de l'entreprise pour faire, vous voir si on sait requêter le texte de ce truc-là. Aujourd'hui, la plus-value d'Azure OpenAI, c'est justement de ne pas être dans ce mode toute la donnée qui part, elle sert au rentraînement du modèle. Il y a des pages de doc, c'est écrit en gros, en gras dans un bloc bleu. Ça ne sert pas à rentraîner OpenAI, ça n'est pas envoyé à OpenAI, ça ne sert pas à rentraîner des modèles côté Azure non plus. Votre donnée reste votre donnée. Petite parenthèse sur... Quand j'ai fait ces slides à l'époque, parce que celui-là je l'ai fait il y a quelques mois déjà, GPT-4 n'était pas multimodal. GPT-4 n'est toujours pas multimodal sur Azure. Vous ne pouvez pas envoyer une image et dire à un modèle GPT-4 qu'est-ce que tu vois là-dessus.
pouvez bien sûr appeler une autre brique de computer vision et lui demander des infos, mais aujourd'hui, le modèle ne sait pas interpréter une image, comme on a pu le voir cette semaine aussi encore. Il y avait des exemples sur ChatGPT, les gens envoyaient une image avec un vélo en mode comment je démonte cette vis, etc. Ça devrait arriver un jour. Je n'ai pas de date, je ne peux pas vous spoiler d'infos, j'ai pas le droit, mais normalement c'est quand même quelque chose où si ça arrive côté OpenAI, ça va arriver côté Azure. Le petit point que je voulais aborder, c'est cette partie embeddings. La partie embeddings, au début, ça me paraissait, ça sert à quoi, je sais pas trop, etc. Aujourd'hui, on l'utilise au quotidien sur des cas d'usage où, imaginez de la recherche documentaire. Vous avez plein de documents à ingérer et les gens se disent, ah ouais, ben, OpenAI aujourd'hui, c'est chercher sur mes documents. En fait, si vous regardez les démos qu'on trouve en ce moment, c'est pas OpenAI qui cherche sur les documents. OpenAI, il va s'appuyer sur un index, sur un service. Sur Azure, c'est Cognitive Search, mais ça peut être une base vectorielle, voire du cache for Redis. Et dans cet index-là, en fait, on va gérer la donnée, donc le document qu'on a découpé, et qu'on va potentiellement vectoriser. La vectorisation, ça se fait avec cette partie embeddings. L'intérêt de cette vectorisation, c'est que vous allez pouvoir chercher différemment. Plutôt que de chercher par mots-clés, vous allez chercher avec de la similarité de vecteurs. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, la similarité de vecteurs, etc. Mais globalement, je vous assure qu'aujourd'hui, quand on fait des tests sur une recherche documentaire comme ça, on a différents modes. On peut chercher en mode keyword, en mode hybride, en mode vectoriel. Le mode hybride marche bien en cherchant aussi sur ces vecteurs. Donc les embeddings, en plus, ça coûte que dalle à la transformation en vecteur. C'est assez intéressant. Celui-là, c'est un slide Microsoft qu'on a rebrandé pour vous dire un peu comment le message est poussé par Microsoft sur ces sujets-là. Aujourd'hui, la partie Azure OpenAI, elle marche très bien sur la partie création de contenu, marche très bien sur la partie génération de contenu à partir d'un corpus déjà défini. Par exemple, vous envoyez un texte, vous dites « fais-moi le résumé de ce texte-là ». Honnêtement, c'est assez bluffant, il n'y a pas d'hallucination sur cette partie-là. L'hallucination, on la retrouve plus sur de la question un peu ouverte ou sur de la donnée un peu trop large. Si vous demandez une tâche vraiment sur un scope assez restreint avec une donnée limitée, les hallucinations sont très limitées. Par contre, il y a une grosse limitation sur la donnée publique. C'est comme ChatGPT, il y a une restriction à septembre 2021, je crois, sur du GPT 3.5 et GPT-4 à peu près pareil. Il ne connaît rien passé cette date. Vous allez me dire, oui, j'ai vu ce matin, il y a encore une démo, OpenAI a dit, regardez, on a rebranché Internet, donc maintenant on peut demander à un modèle GPT d'aller chercher sur Internet l'info. Très bien, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas sur un service Azure OpenAI. Pareil, peut-être que ça arrivera par la suite. Donc, typiquement, aujourd'hui, vous déployez un modèle GPT-4, vous lui demandez qui a gagné la coupe, la coupe du monde de rugby, c'est pas encore fini, donc non. Qui a gagné, il y a quoi l'année dernière, la coupe du monde de foot 2022. Il vous dira, j'en sais rien. Comment on passe ces limitations? Dans la doc, on nous parle de fine-tuning. Aujourd'hui, j'ai pas vu un seul client qui a fait du fine-tuning d'un modèle GPT. Parce qu'on se dit, ouais, en fait, il faut y passer des semaines, il faut avoir de la donnée, il faut mettre la planche à billets pour aller faire un entraînement. Aujourd'hui, les 3/4 des cas d'usage sont répondus sans faire de fine-tuning. C'est-à-dire vous demandez juste un beau prompt correctement encadré à GPT, vous lui donnez une bonne consigne et les documents à côté, ça fonctionne pas si mal. C'est pour ça qu'il y a cette notion de question context window, c'est-à-dire de dire, en fait, des fois, il ne va pas savoir, mais moi, c'est à moi de lui donner l'information quand je lui pose ma question. Ou de lui donner les moyens d'aller trouver cette information. Du coup, dans quel cas on l'utilise? Des cas assez classiques. Encore une fois, ceux-là, vous allez les retrouver dans la doc de Microsoft. Et nous, on a testé pas mal de cas autour de l'extraction d'informations d'un document assez long. Je vous prends un exemple. Il y a souvent les call center analytics qu'on retrouve en mode il y a une transcription d'une conversation d'un call center, aller sortir qu'est-ce que la personne voulait, quel est son sentiment global, qu'est-ce qui s'est passé, les résumés. Ça marche pas mal. Moi, j'ai fait un cas typiquement pour un client qui fait de l'expertise automobile, où le client nous a donné un audio d'un dictaphone. Audio en mode 15 minutes de « Bonjour, je suis l'expert machin, je fais l'expertise du véhicule Toto, bidule chouette », dicté au kilomètre. Et d'habitude, c'est saisi par une secrétaire derrière qui va aller remplir ce document. On a mis un coup de speech to text qui n'était pas fourni par Azure OpenAI, c'est une autre brique d'Azure. On a récupéré du coup un texte au kilomètre vraiment en vrac. Et on a dit à un modèle Azure OpenAI, voici la donnée. Est-ce que tu peux me faire le résumé des actions, ce qui s'est passé, l'état du dossier, les prochaines actions? On a joué 3 minutes sur le prompt, je crois, pour avoir quelque chose qui rende quelque chose de potable. Et honnêtement, c'était assez bluffant. Ça marche assez bien. Toute la partie summarization, on va retrouver ça.
conversion de code aussi, hein, puisque finalement, donc on dit il y a les modèles codex, mais aussi même aujourd'hui un modèle GPT, c'est vous sortir quelque chose. L'autre jour, on faisait une démo toute simple. Je suis allé sur un site internet où il y avait des recettes de cuisine. Il y avait une recette de velouté de courgettes. J'ai scrollé la page, j'ai glissé, j'ai pris ingrédients, toute la recette, copié-collé. J'ai dit à ChatGPT, voici une recette, fais-moi un graph mermaid. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le graph mermaid, c'est un langage de graphe, du graphe visuel en code. Fais-moi un graph mermaid de ce truc-là. J'ai copié le résultat, glissé dans mermaid. C'était vraiment le graphe de la recette en disant, bah, là tu prends tel ingrédient, là tu le découpes, là tu l'insères. Et ça te faisait même le graphe visuel de à quel moment quel ingrédient te sert dans ta recette, quoi. Semantic Search, ça va être plus voilà, sur les sujets de recherche, et donc c'est là où on va aussi profiter des embeddings, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, les use cases, on n'en voit qu'une partie, le multimodal va aussi en rajouter plus demain, mais les trucs les plus classiques aujourd'hui qu'on voit nous chez nos clients web, c'est ChatGPT interne, ChatGPT sur ma base documentaire, et surtout les derniers use cases qui sont un peu plus challengeants qui arrivent, c'est je veux faire un ChatGPT mais sur des documents que j'upload à la volée. Ce n'est pas une base de connaissances que vous avez travaillé en amont, c'est l'utilisateur qui arrive avec son document et il faut faire une action dessus. Ça, vous allez le retrouver sur le chat OpenAI. Hein. Si vous avez la version payante, vous avez un mode où vous pouvez uploader des documents. Je l'ai testé il y a 2 semaines. J'envoie un document, je lui dis fais-moi le résumé du document. Il m'a sorti un résumé. Wow. J'ai regardé le résumé, j'ai fait alors les auteurs, ils ne sont pas mentionnés dans mon document. Le texte, il ne concerne pas mon document. J'ai mis un résumé quoi en fait? Je peux vous la remontrer, hein, j'ai encore sur mon navigateur. Ça m'a résumé un truc qui n'était pas ce que je lui ai donné. Donc attention, gros effet déceptif. Il y a plein de clients qui jouent avec ChatGPT et se disent oh, ça marche trop bien. Sauf qu'en fait, ils veulent faire ça derrière pour eux. Sauf qu'en fait, ça marche pas forcément bien en fait. Donc c'est un peu la techno où il y a un effet waouh, les gens ont conscience que ça peut marcher. Ils ont vu aussi que ça pouvait faire de la merde, hein, clairement. Désolé pour le langage châtié, pour la version en ligne. Mais ils ont envie et ils ont parfois un peu trop envie. On peut leur rappeler la réalité réellement des outils. Ce que je disais tout à l'heure, ChatGPT versus OpenAI versus Azure OpenAI. En gros, le paradigme de Microsoft, c'est de dire l'outil qu'on vous met à dispo, c'est un outil version entreprise. Ça, vous allez le retrouver dans la doc. C'est votre donnée, c'est la vôtre. Elle est stockée sur votre environnement. Si vous faites du fine-tuning, encore une fois, ce serait possible. C'est vos données que vous utilisez, que vous stockez chez vous et qu'on ne va pas réutiliser dans d'autres éléments. Et après, il y a les mécanismes assez classiques d'utilisation des services Azure pour protéger l'accès à la ressource. En fait, ce qu'il faut voir, pour ceux qui ont déjà fait du cognitive services, que ce soit le computer vision, speech ou autre, s'il y a les mêmes possibilités, c'est-à-dire restriction réseau, principalement, pour isoler et après gérer l'accès avec des clés. Donc, leur positionnement, c'est de dire aujourd'hui, c'est le même modèle qu'on utilise, par contre, on vous le fournit dans une version où vous pouvez l'utiliser plus facilement avec vos données un peu plus risquées. À quoi ça ressemble? Est-ce que vous avez déjà vu ce portail? Est-ce que ça vous parle? Personne? C'est bien, du coup, je vais pouvoir rentrer dans le détail. Je vais vous faire une démo juste là. Ça, c'est le portail alors qui a été, je crois, rebrandé, parce que là, quand j'ai fait la capture, c'était Azure... non, c'est toujours ça. Azure OpenAI Studio. L'idée, c'est un petit portail web où, quand vous avez déployé votre ressource Azure, vous pouvez aller jouer dedans facilement sans avoir fait autre chose. Vous n'avez pas besoin de coder un web chat, vous n'avez pas besoin de machin. Là, en gros, dans la page, j'ai directement accès à mes modèles. J'ai directement accès à un mode chat où je peux parler, tester mon modèle, changer la consigne, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire tout de suite une démo pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors là, par contre, avec le micro, ça va être joie. Hop. Ouais, tu vas galérer. En plus, c'est toi. Faut que je change de partage d'écran. Hop. Je vais mettre en dupliquer. Ça va marcher pour toi si je duplique? Ok. Donc, alors, comment ça se passe côté Azure? Côté Azure, là, vous êtes sur une souscription, enfin, vous êtes un environnement à moi. Je vais partir from scratch, c'est-à-dire que je vais aller créer directement une ressource Azure OpenAI. Donc, je vais aller mettre. Alors, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas habitués à Azure ici? C'est pas une punition, c'est pas une. Je veux juste savoir. Ok. Donc, ça ne vous parle pas forcément cette interface-là. Ok. Très rapidement, quand vous créez une ressource sur Azure, ça s'appelle une ressource. Une ressource, c'est dans une souscription. C'est en français un abonnement. C'est là où c'est facturé, en gros, globalement. Et donc, chaque Azure OpenAI, c'est une ressource. Un storage account, par exemple, pour stocker des données, c'est un autre type de ressource. Une web app, c'est encore un autre type de ressource. Il y a 180 types de modèles de ressources différents dans Azure. Donc là, je vais aller dans une ressource, ça se met dans un ressource group. Juste un petit dossier, en gros.
Je vais créer un petit ressource groupe démo. Bon, hop, voilà. On va se mettre en France parce que chauvin. Là, je crée juste le dossier où je vais mettre la ressource. Donc ça, c'est immédiat parce que il n'y a rien qui est créé derrière. Et je vais aller créer une ressource Azure OpenAI. Alors bien sûr, ce que je fais là, c'est dans le portail. Quand on fait des projets, on ne le fait pas en clic-clic dans le portail, on fait de l'infra as code. C'est mieux. Donc si je vais chercher sur le portail, je vais retrouver une ressource de type Azure OpenAI. Vous voyez, elle est ici. Par contre, je vois que l'écran il est un peu... il faut savoir plusieurs choses. Pour pouvoir faire l'action que je suis en train de faire là, il a fallu que je me fasse whitelister, enfin que je fasse autoriser ma souscription chez Microsoft. Il y a un formulaire à remplir en gros pour demander l'accès à Azure OpenAI. C'est pas compliqué à avoir, le délai est de l'ordre de 24 heures en ce moment, entre le moment où vous remplissez le formulaire et l'approval. Ils ont bien baissé. Il y a quelques temps, c'était une semaine. Là, il y a le week-end dernier, ils ont cleané tous la waitlist, donc normalement, ça va. Ils ouvrent un peu au fil de l'eau pour... Alors, la version officielle, je ne sais pas laquelle c'est. La version officielle, je pense, c'est pour s'assurer que la capacité ne soit pas trop dépassée, parce que je pense que le service derrière bouffe pas mal de ressources GPU dans les data centers. Quand je vais créer la ressource, je vais avoir accès à certaines régions Azure. Vous allez voir, la liste n'est pas hyper grande. Vous voyez, normalement, il y a 70 régions sur Azure maintenant, je ne sais plus combien, comme ça, 70-80, voilà. De l'Azure OpenAI, vous pouvez en déployer que dans ces régions-là. Sachant que la Suède est arrivée aujourd'hui, je crois, ou hier. Donc, quand ça a commencé le service, c'était EastUS 2 et un autre data center américain, je crois. Et France Centrale est arrivée parmi les premières régions à être servies en Europe, ce qui était plutôt cool pour une fois. La feinte, c'est que selon la région que vous choisissez, vous n'aurez pas accédé à tous les modèles. Certains modèles sont disponibles dans certaines régions, d'autres non. Donc, si je vais sur EastUS, par exemple, vous verrez qu'il y a tous les modèles historiques. Si je vais sur France Centrale, de mémoire, je crois qu'on peut créer que du GPT. On va créer les anciens modèles DaVinci, Curie, je vais créer une ressource. Après, je vais basculer sur d'autres que j'ai déjà, donc c'est pas grave. Ça, je vais vous montrer qu'en gros, c'est rapide. Il n'y a qu'un pricing tier. Il n'y a pas de gratuit, contrairement à beaucoup de services cognitifs où il y a un nombre d'appels gratuits, etc. Là, c'est directement du payant. Les prix sont publics, car ils sont sur le portail Azure. Alors, il faut savoir que typiquement, un GPT-4 coûte... GPT-4, il y a deux versions, il y a le normal et le 32 000 tokens. Le 32 000 tokens coûtent 2 fois plus cher que le normal, par exemple. Ils coûtent eux-mêmes déjà 2 fois ou 20 fois plus cher qu'un GPT 3.5. Faire attention à ce qu'on fait avec. Quand je crée ma ressource, est-ce que je vais préciser si c'est du network public ou si je le restreins en termes d'accès réseau, comme tous les services Azure qui ont du réseau. Donc celui-là, je vais le laisser ouvert et je vais aller créer ma ressource. On va voir que ça va prendre, normalement, si ils n'ont pas bloqué les quotas, quoi que ce soit, ça va prendre quelques secondes. Je ne vais pas forcément meubler pour l'instant, je vais vous montrer autre chose en attendant. Donc pendant qu'il crée, je vais aller vous montrer que j'en ai d'autres ailleurs, des ressources comme ça. On va aller chercher celles que j'ai pour vous montrer les différentes régions et les différents modèles disponibles. Donc ici, j'ai typiquement déjà déployé un OpenAI en West Europe, en East US, en France centrale et en South Central US. Voilà, c'était les premières régions qui étaient sorties. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, quand je vais sur une ressource, j'ai très peu de choses. J'ai le endpoint qui me permet d'appeler les API qui sont derrière. J'ai ma clé d'utilisation et c'est tout ce qu'il y a dans le portail. Alors, il y a la partie, si je veux faire mes networking, ok, il y a le bouton ici que je retrouve, mais il n'y a pas beaucoup d'infos en plus, c'est pas là que se passe le cœur des choses. Le cœur des choses, ça va se passer sur le studio. Donc, quand je reviens sur la page de la home ici, je retrouve mon endpoint. Ma clé de service, elle est ici dans l'autre onglet. Et si je fais Explore, je vais tomber sur le studio Azure OpenAI. Et c'est là où je vais pouvoir manipuler, utiliser mon modèle, enfin déployer mon modèle. Parce que là, j'avais déployé une ressource Azure OpenAI, mais j'ai déployé 0 modèle dedans. Un GPT, un Curie ou autre, j'avais rien déployé. Quand j'arrive sur cette interface, il y a différents menus. Par contre, c'est pas top, vous ne voyez pas bien à gauche. Je vais peut-être resizer mon écran du coup. Hop. Comme ça. Donc, les trois menus en haut à gauche, Chat, Completion et DALL-E, ça c'est vraiment les testeurs. C'est là où vous allez utiliser vos modèles et vos données. En dessous, c'est la partie management, c'est écrit dessus en fait. C'est la partie gestion où vous allez créer, déployer vos modèles, gérer vos quotas et jouer aussi sur les content filters. Alors, content filter, c'est quoi? Contrairement à OpenAI, sur Azure OpenAI, en amont et en aval des appels, il y a une brique qui s'appelle Azure AI Content Safety qui est appelée. Ça permet de s'assurer que ce que vous demandez au modèle n'est pas
trop violent, trop sexuel, trop... Il y a 4 catégories. Et ce que le modèle génère derrière ne soit pas comme ça non plus. Donc, en gros, il y a un filtre qui est par défaut à un niveau médium, si vous voulez, et vous pouvez le faire sauter, ce filtre-là, en demandant à Microsoft. Mais ça permet de temps en temps, vous pouvez avoir des erreurs où le modèle vous dit erreur content filtering. En gros, soit ta demande, soit ce que j'ai généré ne passe pas le filtre, donc je te réponds pas, quoi. Donc, quand vous avez créé une ressource, ici, dans les modèles, vous allez voir dans votre région les modèles disponibles. Par exemple, là, je suis donc vous voyez en haut à droite, je suis en France centrale avec cette ressource-là. Voici les modèles qui sont disponibles à date sur cette région. Donc, vous avez du GPT 3.5. Il y en a 2 versions parce qu'il y a des sous-versions de modèles qui ont existé, enfin qui existent encore. Vous avez du GPT 3.5 Turbo 16K. La différence, c'est qu'il y en a un, en gros, l'envoi maximum que vous pouvez envoyer, c'est 4000 tokens. L'autre, c'est 16 000 tokens. Pour rappel, vous payez au token, hein, l'usage. Donc voilà. C'est juste que dans une requête, typiquement, si vous faites un résumé de texte, si votre texte est très long, ça ne passera pas en 4000 tokens potentiellement. Un token égale à peu près 4 caractères, entre 3 et 4 caractères. Si vous faites la conversion, multiplié par 3 ou 4. Si vous envoyez un PDF de 15 pages, 4000 tokens, ça ne passera pas. Il y a du GPT-4 et GPT-4 32K et Text Embeddings pour faire la partie Embeddings. Donc c'est assez limité en choix possible, mais finalement, c'est le modèle qu'on utilise le plus dernièrement. Un point hyper important, quand vous allez déployer quelque chose ici, vous allez voir les quotas. Les quotas, c'est des quotas d'appel. Vous voyez ici mes nombres d'usage de limite. C'est en dizaines de milliers de tokens par minute. Les quotas sont partagés par modèle, par souscription, par région. Parfait. Par modèle, par souscription, par région. C'est-à-dire qu'ici, ce que vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ma sub et la région ici. C'est-à-dire que ça, c'est un GPT que j'ai déployé dans une ressource OpenAI qui s'appelait comme ça. Ça, c'est un autre modèle GPT que j'ai déployé dans une autre ressource, mais les deux sont dans la région France centrale et les deux, c'est du GPT 3.5. Du coup, la somme des quotas, il y a 240 000 max, bah, il ne faut pas que ça dépasse. Donc, typiquement, si vous voulez déployer demain 4 projets différents, vous dites je fais 4 ressources Azure OpenAI dans la même région, chacun consomme son truc, chacun consomme sa clé, je tue ma conso comme ça. Ouais, par contre, les 4 se partagent le quota global sur la région. Donc, il faut bien réfléchir à comment ça va être consommé, qui consomme le plus, trouver d'autres mécanismes, potentiellement, pas faire que sur une région, mais sur plusieurs si vous voyez que vous dépassez les quotas. Sachant que ces limites que vous voyez ici, ça c'est les limites par défaut, il y a un petit bouton où on peut demander de l'augmentation de quota. L'augmentation de quota, vous allez tomber sur un formulaire, et si vous regardez en ce moment, le formulaire vous dit si vous voulez augmenter votre quota en France centrale, vous n'aurez pas le droit. On n'a plus assez de GPU. Donc, première chose qu'on fait quand on a un service, et je vais revenir sur l'autre qui a dû se déployer depuis tout à l'heure, on va regarder, voilà, il est fini le déploiement, ça a duré, il y a la durée qui est visible, je ne sais plus, normalement ouais, dans quelques secondes. On va aller se mettre sur cette ressource-là pour vous montrer qu'il n'y a pas de modèle dedans. Donc là, je peux basculer entre différentes ressources. Elle est où ma ressource des... Changer, il faut que je change l'écran. Hop. Voilà. Je bascule sur celle que j'ai appelée démo Lyon que je viens de créer. Donc là, maintenant, il va se mettre sur cette ressource-là. Si je vais dans Deployments, c'est là où je vois que je n'ai pas déployé de modèle. Ma ressource, elle est vide, il n'y a pas de modèle utilisé. Comme je suis en France, j'ai toujours accès au même modèle que tout à l'heure. Là, je vais aller créer un nouveau déploiement. Créer un nouveau déploiement, c'est tout simplement dire je vais utiliser GPT-4. Je vous donne un petit nom. GPT-4. Voilà, c'est créé, je peux l'utiliser. Ça ne demande pas plus que ça, mais je vais le faire une première fois. Et ce qu'on voit, c'est que si je retourne dans les quotas, je ne suis pas sur le bon onglet, dans GPT-4, on va voir que mon GPT-4 Lyon n'est pas encore visible parce qu'il n'a pas rafraîchi l'écran. Mais on va le voir dans la limite des quotas, il va venir se cumuler avec les deux. Voilà, il est bien apparu ici. Et vous voyez que là, j'arrive au max. C'est-à-dire si j'avais mis plus que 6000 tokens par minute, je me serais fait bloquer en disant que j'ai pas assez de quota. Maintenant que j'ai créé une ressource, c'est plus sympa de l'utiliser quand même. Donc je vais revenir ici sur la partie chat. Voici à quoi ressemble le chat. Dans le chat, vous allez retrouver 3 onglets. Un onglet, vous allez paramétrer le system message. Le system message, c'est la consigne que vous donnez à votre modèle GPT qui va être passé en plus de votre requête. Il va être envoyé au début de la requête, on va regarder à quoi ça ressemble après. Par défaut, par exemple, il y a un system message qui dit vous êtes un assistant AI qui aide à trouver les infos. On peut mettre rien, ça marche aussi. Là, je vais mettre rien, je sauvegarde. Ouf. On voit que j'utilise mon déploiement GPT-4 Lyon à droite. Et on va taper une première requête. Bouge pas.
J'ai tapé n'importe quoi, vous voyez bien que j'ai bien préparé mes prompts. Et donc là, le modèle, c'est le modèle GPT-4. Vous aurez sensiblement le même genre de réponse si vous l'appelez depuis le chat OpenAI. Ce qu'on voit ici, et je vais fermer cette fenêtre-là pour avoir plus de visibilité, on peut voir, si on veut le faire en code, il y a un petit bouton View Code. En gros, si je faisais la même chose avec du code, j'appellerais l'API le modèle que j'ai créé. Je lui donnerai ma clé d'API, je lui donnerai quel est le nom du déploiement que j'utilise et je lui enverrai une payload qui ressemble à ça. On va la voir mieux sur l'autre onglet. La payload ici, elle est comme ceci. On retrouve la requête du user et on va retrouver la réponse du modèle, de l'assistant. S'il y avait eu le système message, ça aurait été la première au-dessus du user. Par exemple, si on veut, je vais rafficher l'assistant, hop, je vais lui changer, je vais lui dire réponds-moi en, je sais pas quelle langue, on va mettre une langue au hasard, en italien. Espagnol? Ok. Alors, chaque fois qu'on change le système message, le contexte du chat va se nettoyer, c'est-à-dire qu'il va repartir d'une session vide. Parce qu'en fait, vous voyez que ce truc-là, il est mis au début de la payload. Donc, si je reviens sur la vue normale, vous voyez, il y a un petit truc qui dit nouvelle session chat. En gros, il a oublié ce que j'ai déjà écrit avant, quoi. Si tout va bien, il me répond en espagnol. Bon, par contre, il me dit beaucoup moins d'infos que tout à l'heure. Il est juste en mode, ouais, c'est bon, on peut pas chier. C'est accessible enfin. On peut jouer sur différents paramètres. Par exemple, ici à droite, vous allez avoir le nombre de messages inclus dans le contexte. Je vais vous faire illustrer comment ça fonctionne. Par contre, si ça vous va, je le remets en français parce que je ne parle pas espagnol. Donc... Pour illustrer un peu ce concept de pass message included, en fait, c'est tout simplement de comprendre que dans votre conversation, il va laisser dans le JSON qu'il envoie au service les anciens messages pour garder un contexte. Là, par exemple, si je lui demande... Désolé, c'est des exemples de beauf. Enfin, qui a gagné les 24 heures du Mans, il va me dire tu parles de quelle année? Parce que les 24 heures du Mans, il y en a tous les ans. Il dit en 2001. Mais logiquement, s'il avait eu que l'info en 2001, il ne saurait pas que je parle des 24 heures du Mans. Là, vous voyez, il a compris, je parle des 24 heures du Mans en 2001. Vous montrez aussi que le cut-off de connaissances s'arrête à 2021. Si je lui demande qui les a gagnés en 2022, logiquement, il devrait me dire je suis désolé, je ne connais pas cette information. Alors, la réponse n'est pas toujours la même, hein. Elle peut varier un peu, mais dans l'idée, il vous dit qu'en gros, il ne sait pas parce qu'il ne connaît pas les informations précédentes. Ne vous attendez pas à avoir toujours exactement le même texte qui répond. Sur la partie du système message, pour vous expliquer un peu l'importance, il y a des samples qui sont fournis ici dans l'interface pour vous dire un peu, regardez par exemple, si vous étiez un bot qui sert à écrire à la Shakespeare. Écrire à la Shakespeare, en fait, tout simplement, c'est qu'ils ont mis un système message un petit peu plus conséquent en disant écrit dans le style de Shakespeare, et ils ont fait aussi ce qu'on appelle du few shot example. Le few shot example, c'est-à-dire qu'ils vont passer une consigne et un exemple. C'est un ou plusieurs. Là, l'exemple ici, par exemple, c'est si l'user demandait écris-moi un texte court pour une invitation à un dîner. Voilà ce que typiquement le type de phrase que le modèle devrait générer à la Shakespeare. Si j'utilise ce prompt-là dans ma discussion, je vais juste nettoyer le chat pour que ce soit plus visible. Je refais il est sauvegardé, donc il est bien utilisé. Je vais dire on va rester des exemples de beauf à la Shakespeare, ça va être magnifique. Ouais, en plus, il n'aime pas trouver des informations historiques, donc je vais lui demander de m'écrire une belle invitation pour un meet-up. Un petit peu à la Shakespeare, je n'irai pas juger la qualité de l'écriture shakespearienne du modèle, mais typiquement, c'est con, hein, mais générer des textes comme ça. Hier, moi, j'ai écrit à mon médecin pour lui redemander un truc parce que je suis allé la voir la semaine dernière et elle s'est gourée, elle devait me prescrire un truc. Enfin, bon, je pars faire un voyage et je vois qu'il y a du palu sur le truc et j'ai pas eu un antipaludien. Je lui ai dit, je crois que vous êtes peut-être trompé. J'ai demandé à ChatGPT de m'écrire mon texte au médecin parce que je buguais à force de lui dire, mais comment je dis à mon médecin qu'elle s'est trompée en fait? Par un prompt comme ça, bref.
comment ça se passe du coup le few shots au niveau de l'exemple. On retrouve ici le système message. Et le few shot, en fait, il est juste inséré en dessous. Il est juste inséré comme s'il y avait eu une première discussion dans l'exemple. Ouais. On rajoute du en token. Ouais, effectivement, tout ce que vous voyez passer là dans la payload, c'est du token qui est facturé. Si tu as un contexte de 10 messages et que tu as 10 messages que tu envoies, ben ouais, au fur et à mesure, c'est pas que tu limites ce contexte-là en général. Et il faut savoir une chose, c'est que dans la tarification, il y a une différence de tarif entre les tokens de prompt et les tokens de complétion. Donc les tokens de question de l'utilisateur d'un côté versus les tokens qui ont été générés par le modèle de l'autre. Il y a un ratio 2 entre les deux, je crois. C'est 2 fois plus cher la partie qui est générée que la partie que tu lui envoies. Et oui, du coup, il faut bien comprendre que l'impact de ce truc-là, cette partie historique et ce système message, tu fais un système mégalon, un système message mégalon et que ton utilisateur il met juste bonjour derrière, bah, tu n'auras pas payé 2 tokens pour bonjour, tu auras payé 2 tokens plus ton énorme système message que tu as passé en amont. Il est passé qu'une fois, par contre, dans ton. Enfin, une fois, non, d'ailleurs, il est passé à chaque fois. Donc, ouais, c'est important de penser à l'impact de coût que ça peut avoir. En bas, tu vois ici, il y a un indicateur. Si je cache pas mon truc, il y a un indicateur de nombre de tokens dans la conversation à peu près. Donc là, je suis sur un GPT-4. GPT-4, c'est 8000 tokens sur le modèle de base. Donc c'est pour ça, enfin 8192 parce que c'est les puissances de 2 comme d'hab. Et là, il vous donne un indicateur en disant que à peu près, pardon, je vais y arriver. À peu près dans ces 524 tokens, il y en a 341, c'est de l'historique. 135, c'est système message, le few shot 56 et il va autoriser jusqu'à 400 tokens dans la réponse du truc. Ça, c'est un paramètre que je ne vous ai pas montré, qui est juste caché ici. À côté du diplomate, il y a un onglet paramètres qui permet de dire quelle est la time max de ta réponse en termes de tokens, quelle est la fameuse température. Ça, c'est pour lui donner à quel degré il peut, notamment halluciner, mais à quel degré il peut varier un peu dans ses réponses. Et après, il y a d'autres champs sur la partie stop sequence qu'on utilise quasiment jamais, j'avoue. Est-ce que sur cette partie playground, c'est à peu près clair? Vous voyez déjà comment on peut utiliser vite fait, créer un modèle, créer une ressource Azure OpenAI, créer un modèle, l'utiliser. Vraiment la consommation derrière, si je ne veux pas le faire via Studio, je peux le faire en code. Et il y a plusieurs exemples. Il y a un appel JSON de base, vous voyez la payload en JSON et derrière vous avez le endpoint à laquelle il faudrait l'appeler. Là, je pourrais prendre un postman, copier-coller tout ça et faire mon appel directement. Ça marcherait aussi. C'est aussi en C#, en exemple. Il y a des SDK aujourd'hui dans différents langages. Alors le SDK C#, il est en bêta encore, mais il fonctionne. On peut l'utiliser. Là, ouais, voilà, on voit qu'il est en bêta d'ailleurs. On peut importer, exporter ces paramétrages-là de l'écran pour choisir quand vous avez trouvé un bon setup, un bon système message ou bon paramètre. Ça peut être exportable. Bon, généralement, c'est pas le truc qu'on utilise énormément, mais un truc qui est sympa, c'est qu'ils ont fait un petit accélérateur. Vous pouvez déployer très rapidement un chat GPT, enfin, en gros un chat comme ça, en cliquant sur un bouton. Ça va vous créer une web app côté Azure. Si je vous montre ce que ça fait, ça va vous demander quelle est la web app que tu veux, le pricing de l'app service plan qu'il a fait tourner. C'est des web apps normales en fait sur Azure. Et ça va vous générer un truc qui ressemble à. J'en ai un qui tourne normalement. C'est un sample où vous n'allez pas choisir le skin, enfin la tête du web chat. Il est open source. Donc si vous voulez faire le même, en gros, c'est un repository de Microsoft. Vous pouvez le copier, le modifier. Et aujourd'hui, ce qui permet notamment, c'est qu'il y a du chat history aussi. Donc vous pouvez faire des démos rapides comme ça, montrer à l'utilisateur, regardez, je t'ai branché un chat GPT. Moi aujourd'hui, j'ai des clients. Le premier besoin, c'est on veut un chat GPT interne. Vous voyez le temps que ça prend à faire. Si vous ne le faites pas en un phrase code, etc., le temps que ça prend, c'est avoir les accès sur Azure, créer une ressource Azure OpenAI, créer un modèle GPT. Donc ça, il faut qu'il ait demandé les droits. GPT-4, c'est pareil, j'ai oublié de le dire. GPT-4, il faut demander l'approbation pour l'avoir. Donc d'abord, on demande l'approbation OpenAI et après, on demande l'approbation OpenAI GPT-4. C'est chiant, mais il l'ouvre assez facilement. Une fois que vous avez ça, vous créez votre modèle, vous testez vos paramètres, vous faites deploy to web app. Ce que ça fait, c'est que ça va popper l'infra dans votre environnement Azure. Et la magie, le truc qui fait qu'il a bien récupéré les bons paramètres, c'est qu'en fait, tous les réglages que vous voyez ici, là, dans l'écran, cette partie à droite, vous les retrouvez dans les configurations de l'app service qui est déployé. Si vous regardez la conf, il y a toutes les infos, il y a tous les champs, paramètres, température, système message, nom du endpoint Azure OpenAI, etc., etc. Mais typiquement, ça, c'est déployé en cliquant et c'est assez simple. Alors, si vous regardez derrière, côté Azure, effectivement, là, celui que je vous montre, il est planqué. C'est une web app derrière que je retrouve ici.
Ça m'a déployé un app service plan, et pour l'historique, il fait un Cosmos DB. Attention, c'est un peu Cosmos DB, mais vous n'êtes pas obligé, après vous pouvez le nettoyer. S'il y a des accélérateurs comme ça, sont assez sympas et assez pratiques. Non, c'est pas le bon truc. Là, je vous ai montré Chat parce que c'est celui qu'on utilise le plus dernièrement. Je vais quand même vous montrer les deux autres. Alors, Dali, je vais changer de ressource parce que Dali, comme vous le voyez, c'est limité à East US en région. Donc, je vais prendre une ressource en East US et au passage, je vais vous montrer aussi les modèles disponibles en East US. Ce que je vais faire, c'est que limite, je vais demander à ChatGPT de me générer un prompt pour Dali parce que j'ai la flemme de faire un joli. Alors, j'avoue, j'ai pas préparé le prompt, donc il y a moyen que ça que je génère un truc pour eux. Ouais, je lui dis, génère-moi un prompt pour Dali, machin, je le copie, hop, je vais dans Dali, je fais hop, vas-y, colle-moi ça, generate. Alors, est-ce que ça génère? Dali, c'est pareil, il faut aussi un approval pour y avoir accès. Je sens que chaque fois que je vous dis un truc, à chaque fois il faut demander, mais bon, elle n'est pas folle l'image, mais bon, c'est des gens dans un bar. Après, voilà, toute cette partie prompt pour Dali, ça se retravaille, hein, c'est un métier. On va dire. Mais donc là, vous pouvez directement tester et ça se consomme aussi sous forme de endpoint. Donc derrière, il y a une version code qui est utilisable. Vous voyez que c'est le même endpoint Azure OpenAI que celui que j'avais, enfin là, c'est celui en EastUS, mais ça reste de l'appel web. Et ça fonctionne en un appel web simple. Il faut toujours passer son API key comme pour le reste. Et c'est un endpoint qui s'appelle image.create. On met le prompt, on demande la taille de l'image, combien on veut d'images, parce qu'il peut en générer plusieurs exemples en même temps. Et on récupère les images en sortie. Je n'ai pas fait la partie complétion pour finir. Alors, je vais juste vous montrer les modèles disponibles sur EastUS. Quand je vous dis qu'il y en a beaucoup plus sur EastUS, la liste des modèles qui est dispo sur EastUS. Il y en a, encore là, ça ne scrolle pas complètement. Voilà. Il y avait tous les modèles historiques, Ada, Curie, Baggage, etc. Donc, si vous avez des use cases très spécifiques, par exemple, vous devez faire du codex. Codex, vous n'irez pas en France centrale pour en faire, parce que vous aurez besoin d'un modèle comme un code d'Avicii et vous l'aurez en EastUS, mais pas en France centrale. Il y a les mêmes problématiques de quotas. Par contre, là, typiquement, si je vais regarder mes quotas GPT-4, si vous avez compris ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vous ne voyez pas mes ressources GPT-4 que j'avais dans France centrale, parce qu'on est bien sur la même sub, mais pas sur la même région. J'ai deux modèles GPT-4 qui sont déployés ici, mais qui ne sont pas sur, sur la région East-US. Complétion pour finir. Complétion, c'est, on va dire, avant qu'il y ait le chat sur la partie chat GPT, il y avait des modèles juste qui servaient à générer un petit bout de code ou juste une réponse, ou faire de la classif de texte, ou faire des tâches assez simples, mais qui ne sont pas faites pour faire de l'échange et du récurrent en gardant un contexte. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de comprendre trop comment ça marche. Il y a plein de samples. Regardez, je fais juste ça. Vous voyez, vous voulez un sample de quoi? De génération d'email? Allez, on va tester. Alors souvent, ils vous conseillent d'utiliser plutôt tel ou tel modèle. Et là, on va tester si on génère. Ben là, par exemple, il dit je voudrais écrire un email sur la partie lancement d'un nouveau produit des headphones basés sur de l'AI, etc. Voilà le endpoint de complétion, ce qui génère. Donc, vous allez me dire qu'on pourrait faire la même chose dans le chat en lui demandant la même consigne. Oui, mais généralement, on sépare les usages entre. Je dirais que la partie. Ici, je ne peux pas appeler un modèle GPT, par exemple. Le GPT-4, je ne peux pas l'utiliser dans cette interface-là. C'est vraiment des modèles plus spécifiques à une tâche en particulier. Après, il y a les mêmes réglages de température, max token. Vous n'allez pas retrouver, par contre, de conversation, de nombre de messages dans l'historique parce qu'à chaque fois, vous n'en envoyez qu'un. Ce n'est pas fait pour avoir plusieurs messages. Il y a plein de types de tâches. Pareil, si vous voulez faire du code, par exemple, vous avez des exemples qui sont tout faits. Vous avez juste à cliquer et les utiliser. Tiens, d'ailleurs, là, mon truc est en train de partir en carafe. C'est bien. C'est capable ça vous montre un peu les différentes capacités des modèles et d'aller jouer avec. Si vous voulez voir plus d'exemples, ce que je vous propose, c'est que là, on peut les regarder plus en détail, les différents trucs qu'il y a, mais plutôt à la fin, sinon on en a pas trop longtemps. Et dans l'idée, la classification, c'est pas mal aussi avec ça, quand vous voulez, imaginez, vous voulez trier, vous recevez des mails, vous voulez faire une classif automatique pour router le mail à la bonne personne ou pour répondre automatiquement dans certains types de mails, classification. Aujourd'hui, si je devais refaire un projet, parce que j'ai fait un projet comme ça il y a 6 ans chez un client, on utilisait des briques qui s'appelaient Louis à l'époque côté Azure. C'est du language understanding.
Louis, la limite d'entrée, c'est 500 caractères en entrée, dans la payload que vous envoyez. 500 caractères sur un email, je vous laisse imaginer les galères de pré-traitement qu'on a dû faire pour réduire les emails pour qu'ils fassent moins de 500 caractères. Parce que bonjour, merci de ne pas imprimer cet email parce que la planète, parce que bidule, déjà, tu es déjà à 200 caractères, rien qu'avec ça, avant d'avoir le contenu du mail. Là, aujourd'hui, si je devais refaire de la classif, j'irais là-dessus. J'irais plus sur Louis. Je pense qu'on a fait. Alors, je vais juste finir sur la partie content filtering pour que vous voyez ce que c'est. Alors, dans l'interface du studio, vous pouvez adapter le content filtering. C'est-à-dire que vous pouvez créer un mode custom. Pour vous montrer réellement ce que fait le content filtering, je vous propose plutôt d'aller voir le portail du service lui-même. Je vous dis, il s'appelle Azure AI Content Safety. Il est utilisable à côté d'OpenAI aussi si vous souhaitez l'implémenter, faire de la modération de texte ou de modération d'image. C'est un service qui est payé à côté. Donc là, pour vous montrer ce que ça fait en fait, tout simplement. Ça prend un texte et ça va le scorer sur 4 critères. Violence, self-harm, sexual hate. Par exemple, ici, j'envoie un exemple random. Et là, il va dire que ce texte-là, il a été rejeté parce qu'on voit que, par exemple, il y a des histoires de sanguinolents sur le pare-brise, etc. Donc, il est classé médium sur la catégorie violence, donc il ne passe pas le fit. Si un jour, vous avez des erreurs sur l'OpenAI, quand vous avez du content filtering, il vous dit attention, ça n'a pas marché parce que content filtering. Normalement, ça vous dit si c'est votre prompt ou si c'est la réponse qui a été filtrée. Du coup, si c'est votre prompt et que vous voulez analyser pourquoi vous avez été bloqué, allez là et vous allez voir quelle est la catégorie qui vous a le plus embêté. Ça peut être des faux positifs. La semaine dernière, j'ai vu un mail sur les mailing MVP où les gens disaient je comprends pas, mon truc en italien, j'écris marmelade avec 2 L en faisant une coquille, il me dit que content filtering quoi. L'équipe produit répond derrière, ouais, on a analysé, on a rejoué, effectivement, c'est un faux positif, on va le remonter à l'équipe produit. Et le but, c'est que ça, c'est un système AI aussi qui s'enrichisse avec des retours de clients. Il ne s'enrichit pas automatiquement, par contre. Comme je disais, la donnée, ça reste votre donnée. Le point sur l'histoire de ma donnée, c'est ma donnée, etc., c'est justement autour de cette brique-là. Si vous allez sur la doc, je vois la doc à côté. OpenAI Ring, voilà. Il y a un log de la donnée. Oui, votre prompt et la réponse générée sont stockés pour une raison, et c'est pour ce service-là, et c'est pour des raisons techniques de check a posteriori. C'est stocké que 30 jours, c'est stocké dans votre souscription, et vous pouvez faire un opt-out, c'est-à-dire vous pouvez demander à être sorti de ce log-là. Si votre client, par exemple, a la donnée très sensible, on dit ouais, ça n'entraîne pas OpenAI, etc. Oui, il y a quand même la doc qui dit à un moment, oui, c'est stocké pour cette truc-là. Et alors, je vais pas ouvrir la bonne page, mais si je vais retrouver ici dans Responsible AI, si mes collègues peuvent éviter de m'appeler. Là, je disais, voilà, le disclaimer en disant qu'on n'envoie pas les données à OpenAI, etc., il est clair, il est bien dans la doc. L'histoire du data processing, vous l'en trouvez en dessus, ici. Ce que je vous ai expliqué, c'est qu'en fait, quand votre app, elle envoie sa requête à OpenAI, OpenAI va aller stocker sur cette partie content safety pendant 30 jours. Et la partie qu'on peut opt-out, c'est ça, on peut supprimer ce stockage-là sur demande. Justifier de son use case, s'engager, signer de son sang, faire une prise de sang disant qu'on ne fera pas de bêtises avec. Mais c'est faisable. Donc pour les clients, cette page-là, elle rassure beaucoup si vous avez votre use case à expliquer à l'équipe sécu. Ça va déjà leur faire comprendre que, généralement, ce bloc-là, déjà, il aide beaucoup. C'est difficile de faire plus clair. Je vais remettre en bureau étendu, ce sera plus simple. Est-ce que ça va pour l'instant? Vous avez chaud? Vous avez soif? Fatigué? Dormir. Ok. Vous avez faim? Ouais, moi aussi. Et j'ai un bug dans PowerPoint, le bouton présenter ne marche plus. Je vous ai remis les limitations que j'avais ajouté un slide à l'arrache ce matin en disant que je repars des limitations. Je vous l'ai déjà dit assez à l'oral. Comprenez bien, les quotas, c'est hyper important. C'est partagé par région, par modèle, par souscription. Et l'accès au service, il faut demander un approval pour OpenAI et pour GPT-4 et pour DALL-E. J'avais promis de parler architecture, on va parler un peu architecture. Je ne vais pas vous tuer, je vois que vous n'êtes pas forcément tous familiers avec Azure, donc c'est juste pour vous donner quelques tips et quelques points. Pour vous montrer aussi quelques problématiques sur ces sujets-là. Est-ce que je vais passer sur... ouais, alors,
Dans les use cases déjà type, quand on parle de Azure OpenAI, en fait, Azure OpenAI, c'est qu'une brique d'un use case. Si je prends l'exemple du call center, dans la doc, aujourd'hui, j'ai mis les liens de trucs, bon, si on les partage après. Un exemple d'usage de call center, c'est je vais collecter côté call center sur la gauche mes données de mes audios. Je vais aller les stocker quelque part dans un storage. Après, je vais aller transcrire ces audios en texte. C'est pas Azure OpenAI qui le fait. Enfin, peut-être maintenant avec Whisper, on va pouvoir. Mais à date, on utilise une brique classique de speech to text fournie par Azure. Ou autre brique d'un autre provider si vous le souhaitez. Là, vous allez donc extraire votre texte depuis votre audio et vous allez stocker votre texte dans une base de données, dans un stockage, etc. Et derrière, vous allez faire de l'enrichissement. En anglais, c'est enrichissement. L'enrichissement, ça va être extraire les points clés du document, enfin du texte, définir qui était la personne qui appelait, pourquoi elle a appelé, etc. C'est dans ces niveaux-là qu'on va utiliser des briques comme Azure OpenAI, mais pas forcément que Azure OpenAI. Et après, dans l'architecture classique, la partie enrichie, on stocke aussi le résultat pour faire du display, pour faire du dashboard, pour faire ce qu'on en souhaite. Ça, c'est une architecture hyper plate, basique. Là, on ne voit pas les aspects networking, on ne voit pas les aspects gestion de quota, gestion d'accès, etc. De base, si vous mettez ça chez un client, vous allez juste cliquer pour aller au setup le plus court et le plus rapide. Je vous dis, vous allez avoir des galères ici sur la partie gestion des quotas. Vous avez toutes vos ressources qui sont exposées publiquement sur Internet. Il y a plein de sujets à discuter. Après, quand je dis exposé publiquement sur Internet, attention, hein, il n'y a aucun service qui est ouvert par défaut, c'est-à-dire qu'il faut une clé pour accéder au storage, tout est en privé, il faut des clés pour le speech, il faut des clés pour chaque service. Mais bon, si vous voulez faire mieux, c'est largement faisable. Dans les use cases qu'on voit beaucoup en ce moment, on est vraiment le sujet de la base documentaire. Comme je disais tout à l'heure, imaginez que vous avez 15 documents PDF des policies de votre entreprise, les règles de voyage, plein de choses comme ça. C'est ce qu'on voit beaucoup passer en ce moment. Il y a 2-3 archis qui sont sortis sur comment faire ces use cases-là avec Azure OpenAI. Celui-là, c'est tout simplement ce qu'on va retrouver aujourd'hui. Je suis en train de vérifier parce qu'il y a deux qui se ressemblent beaucoup et j'ai toujours un doute entre les deux. Je vais vérifier le suivant. Ouais. En gros, votre user va avoir une interface pour aller requêter sa base documentaire. Ça peut être depuis Teams, ça peut être un web chat, c'est ce qu'on trouve ici. Et ce qu'on va faire, c'est que quand votre user appelle, il va appeler une API que vous allez mettre à dispo. Cette API va faire plusieurs actions. Elle va appeler Azure OpenAI, certes. Elle va probablement vectoriser la requête de l'utilisateur si vous avez travaillé sur une base vectorielle derrière. Et après, elle va transférer la demande à votre base documentaire. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est le point important, c'est qu'ici, c'est une base documentaire. Ce n'est pas une base Azure OpenAI, enfin, ce n'est pas OpenAI qui fait le taf. C'est votre base documentaire qui fait le taf avec les capacités de recherche qu'elle fournit. Si elle sait faire de la recherche texte basique, si elle sait faire de la recherche sémantique sur du texte, c'est une option aussi. Un cognitive search aujourd'hui, ça s'active. Ça coûte plus cher, plus vous faites des types de recherche différents, plus c'est cher. Mais c'est ce service-là qui va travailler. Et votre Azure OpenAI va juste servir à changer un peu votre requête initiale pour aller faire une requête de search qui soit cohérente. Par exemple, si vous avez tapé un énorme texte, je cherche un machin bidule chouette, etc., il va envoyer au search que la brique intéressante de sa requête. Et il va récupérer le content qui intéresse en sortie et le reformuler pour que l'utilisateur derrière, quand il soit dans son web chat, il ait quelque chose qui soit intelligible. Là où avant, quand vous faisiez cette même architecture, il n'y avait pas la partie OpenAI et vous receviez le gros chunk de votre document, le morceau, en vrac, mais qui n'était pas reformulé. Il fallait le relire, essayer de recomprendre l'information, etc. Sur cette partie de création d'index côté Cognitive Search, il y a différentes approches. C'est pour ça que les slides se ressemblent. Sur celui-là, en fait, on va aller chercher, l'index va aller indexer régulièrement un endroit où vous allez stocker vos données. Par exemple, un storage account, vous allez pousser les fichiers dans storage et l'indexeur côté Cognitive Search va aller travailler pour aller chercher les données. Et là-dessus, il va se baser sur ce qu'on appelle les skill sets, c'est-à-dire un indexeur, en fait, vous lui dites quelle est la cible qu'il vise et qu'est-ce qu'il va appliquer sur les documents qu'il va voir. Ça va être, par exemple, dans les skill sets, ça peut être de l'OCR. Parce que votre document, si c'est du PDF d'images qui a été scanné, ce n'est pas du texte, ce n'est pas lisible. Donc, il faudra faire une couche d'OCR. Ça peut être du découpage, parce que, comme je disais tout à l'heure, si votre document il est énorme, ici, il ne va pas pouvoir être stocké en un seul item. Et la recherche va être moins performante si votre document il est énorme, parce qu'il va matcher que quelques termes quand vous faites une recherche. L'autre approche, c'est de faire à l'inverse. La consommation se passe pareil. Par contre, vous allez
vous poussez les documents dans l'index. Donc, ce n'est pas l'indexeur qui va chercher les documents, c'est vous qui pouvez pousser. Et généralement, dans ce cas-là, c'est quand vous faites un traitement vraiment custom sur le document, vous allez coder le traitement du document et pour maîtriser plus facilement ce qui est fait. Parce qu'aujourd'hui, un skill set, bah, j'allais dire, c'est un métier. Il faut bien connaître Cognitive Search pour faire un skill set. Alors que là, bah, il faut savoir faire du code, du pré-traitement, et après, c'est juste une API Cognitive Search à appeler pour aller rajouter des items dans l'index. On va pas passer trop longtemps là-dessus, c'est pas forcément hyper foufou. Et Cognitive Search, c'est un exemple, mais c'est pas la seule solution pour faire du search. Aujourd'hui, dans les archétypes qu'on trouve chez MS, vous avez aussi des cas où, dans le cas où vous avez un contenu que vous allez traiter en mode base vectorielle, bah, ici, dans cette approche-là, l'idée, c'est que votre utilisateur, il va appeler le service, il y a votre API, elle va d'abord vectoriser la requête, c'est-à-dire au lieu d'avoir un texte, elle va avoir un vecteur. Ensuite, elle va demander au service le top K, enfin le top X, les top résultats qui matchent en comparant ces vecteurs. Et ce qu'elle va récupérer, c'est les résultats dont le texte, et elle va demander à OpenAI de traduire. Mais pour ça, ce qu'il faut avoir fait, c'est que du coup, ici, il faut que vous ayez stocké votre donnée normale et vectorisée. Et pour ça, bah, il y a par exemple un pipeline d'ingestion, ça peut être ici de faire une Azure Function qui va traiter votre document, vectoriser votre document, la fameuse création d'embeddings. Quand on dit vectorisation, les embeddings, c'est la même chose, et stocker dans la base. Donc ici, on met du cache for Redis. Aujourd'hui, ça peut être du cache for Redis, ça peut être... comment ça s'appelle ? Il y a plein de solutions qui ne sont pas Azure et qui servent à faire du stockage vectoriel et de la recherche dessus. Cognitive Search le fait aussi en preview. Ça existe en preview aujourd'hui. Alors, les problématiques qu'on disait autour de ces architectures, c'est bien, mais il faut penser à différentes choses quand vous en faites. La première chose, c'est, comme sur toutes les ressources sur Azure, par défaut, quand vous créez une ressource, elle est en networking public. Donc, les 3 quarts du temps, il y a plein de clients qui s'en rendent pas compte, mais il y a plein de clients qui sont quand même conscients aussi de se dire non, je veux pas que mes choses soient en networking public, je veux isoler ça dans des réseaux privés, faire que, en gros, bah, typiquement, mon OpenAI, qui n'est jamais appelé par mon front, hein, qui n'est jamais appelé par mon user directement, il est appelé par mon API ou autre, bah, c'est mon API que je vais exposer au travers dans l'API management ou autre. Par contre, mon OpenAI, je vais le mettre en network privé et faire qu'il y ait un private endpoint, etc. Enfin, je ne vais pas vous sortir des gros mots, parce que si vous n'avez pas l'étude d'Azure, je pense que vous allez me détester. Il y a un autre point, c'est qu'aujourd'hui, quand vous créez une ressource Azure OpenAI, je ne vous ai pas montré mes clés d'utilisation du service. Après, je pourrais péter la ressource, hein, je peux vous montrer celle de la démo de Lyon, hein, je vais la casser ce soir, donc c'est pas grave. Mais quand j'ai créé le service, quel que soit le modèle que j'utilise, c'était la même clé que je lui passais. C'est un service cognitif. Aujourd'hui, un service cognitif, quand vous le créez, il a 2 clés. La clé primaire, la clé secondaire, histoire de pouvoir faire de la rotation. Que ce soit le GPT-4 que j'utilisais, l'embeddings ou autre, c'est toujours la même clé. Ce qui fait que si vous avez un web chat pour aller consommer de ChatGPT, comment vous savez quel user vous a coûté le plus? Si un user qui fait de la merde avec votre truc, bah, vous allez voir que vous avez eu je ne sais pas combien de milliers de tokens utilisés, mais vous êtes incapable de savoir qui a fait ça. Donc il y a vraiment une question de logging et d'être capable de tracer un peu plus les requêtes et l'origine des requêtes. Et enfin, un point important, le coût. Réfléchissez à quel modèle vous utilisez. Parce qu'aujourd'hui, la facilité, bah, je vais mettre un GPT-4 32K pour faire mes trucs. C'est celui qui prend la plus grosse payload, c'est celui qui est le plus récent, etc. Super. Sauf qu'au final, il coûte 20 fois plus cher qu'un GPT 3.5 qui parfois fait très bien le taf aussi. Et tout ça, ça va introduire plein de problématiques. Comment vous gérez les quotas? Comment vous gérez une forte consommation? Parce que y a plein de... vous ne pouvez pas forcément étendre vos quotas sur tous les data centers. Un petit exemple, si vous deviez gérer la facturation en interne de votre usage d'OpenAI, bah, on retrouve des cas, et je vous ai mis, je ne les ai pas inventés, hein, ceux-là, il y a plusieurs blog posts qui sont arrivés par des utilisateurs, par Microsoft aussi, sur dire, bah, typiquement, si demain je devais exposer un OpenAI, comment je fais pour tracer l'usage? Bah, ici, vous avez un exemple où mon utilisateur, en fait, il ne va pas appeler directement OpenAI, il va appeler un API management qu'on va mettre en amont, avant l'API et avant l'utilisation d'OpenAI. Et ce qu'il fait, c'est que l'API management, il va tracer grâce à une policy au niveau de l'API management. On peut faire une policy qui dit bah, écris-moi une entrée dans un event hub à chaque fois que je reçois quelque chose. Et dans cette policy, si vous regardez le code là-haut qui est écrit en haut à droite, l'idée c'est d'aller tracer le nombre de tokens parce que ici dans la payload, vous savez combien il y a eu de tokens de prompt et de complétion. Vous allez tracer, c'était tel user parce qu'ici vous avez le jeton d'authentification du user, donc vous savez quel est le user qui a généré ça, et vous loguez quel est le user, combien de tokens en entrée, combien de tokens en sortie. Parce qu'il y a la petite subtilité aussi, ça, le nombre de tokens en entrée, vous ne le connaissez pas. Aujourd'hui,
Il n'y a pas une librairie générique qui vous donne... Enfin, il y a un truc qui s'appelle TickToken qui existe et qui permet d'estimer à peu près le nombre de tokens, mais il n'y a pas une librairie fiable et carrée qui va vous assurer que ce que vous envoyez en entrée, c'est tant de tokens. Donc ça, l'info, vous l'aurez que en sortie au retour du service. Donc là, typiquement, ça va loguer. Quand le service, il renvoie le résultat, vous voyez, c'est l'appel vers l'API OpenAI répond, ça va jusqu'à l'API Management, et l'API Management, c'est à ce niveau-là, au moment où il renvoie le truc, il va aussi loguer sur l'event. Côté réseau, après, il y a les mêmes choses que d'habitude, j'ai envie de dire. Il y a du private endpoint sur un Azure OpenAI, donc mettez-en, quoi. Ceux qui n'ont pas fait de réseau vont pas forcément comprendre ça. Alors la ressource, elle est là, hein, il manque juste un logo. Mais voilà, l'idée, si vous voulez industrialiser votre usage OpenAI, l'API Management, ça coûte cher aussi, donc c'est toujours difficile à expliquer aux clients que ouais, ça sert. Mais ouais, et mettre en attente. C'est réglé. Allez. On va parler d'une autre brique. Ça va? Il y en a qui sont en train de mourir. Si vous voulez reboire, allez-y. Hein. Je suis bon ici. Est-ce que vous avez entendu parler de LangChain? Qui a entendu parler de LangChain? Ouais, ok. Il y en a. Semantic Kernel, c'est un peu un concurrent. En gros. On va dire ça comme ça. C'est quoi Semantic Kernel? Alors, Semantic Kernel, c'est un produit qui est développé, qui est open source, hein, mais qui est développé par Microsoft. C'est pas comme LangChain, qui est un produit tiers de marché. Et LangChain, Semantic Kernel, qu'est-ce que permet de faire Semantic Kernel? Dans l'idée, ça va être un moyen de mieux exploiter vos ressources Azure OpenAI au sens donner des capacités d'aller implémenter des fonctions autour de la gestion de la mémoire, autour de la création de l'orchestration de différents prompts, par exemple. Au lieu d'avoir tout à l'heure dans un chat où vous aviez votre user, c'est toujours le même prompt système qui est envoyé. Avec LangChain, vous allez pouvoir, par exemple, planifier, comprendre ce que l'utilisateur veut dans une première étape, puis ensuite appeler d'autres actions derrière, déclencher du code potentiellement natif. En fait, c'est vraiment un orchestrateur de toutes ces actions-là. C'est un peu son schéma. Et on va retrouver aussi, j'ai dit LangChain encore d'ailleurs, avec Semantic Kernel. Et avec Semantic Kernel, on va aussi retrouver une accélération, on va dire, de l'usage de ce qu'on appelle, ce qui a été appelé les plugins, ça s'appelle aussi les fonctions maintenant. Donc les grosses briques qu'on retrouve dedans, globalement, quand votre user il pose sa question, LangChain va orchestrer différentes actions autour de gestion de la mémoire, création d'un plan d'action. En fait, vraiment, il va prendre une requête, il va dire qu'est-ce que l'utilisateur veut faire avec cette requête. Est-ce que, par exemple, si je demande crée-moi une série de tasks pour compléter un projet marketing, etc. Et quand tu as fini, envoie-les-moi à mon équipe. Là, quand vous lisez ça, vous, avec votre cerveau, vous vous dites créer une série de tâches, bon, il faut créer les tâches quelque part, et envoyer un mail. Il y a deux actions. Aujourd'hui, le modèle GPT, il ne sait pas envoyer un mail. LangChain, en fait, quand il reçoit cette requête-là, il va créer un plan. Il sait qu'il a certaines actions qu'il sait faire, qui ont été déjà définies. Il y a des plugins. Par exemple, envoi de mail, c'est un plugin qui existe dans la partie graph. Les tasks aussi, je ne sais pas, d'autres exemples de plugins, aller rechercher sur le web, ça pourrait être un plugin par exemple. Et donc du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller comprendre cette requête et vous proposer un plan à dérouler. Après, vous allez voir dans une démo après de chat où il vous le propose, vous l'appliquez pas, c'est vous qui choisissez. Mais il sait dérouler différentes actions comme ça. Donc là, typiquement, il dit voici l'image, j'ai envoyé tout, j'ai tout traité. Il y a plein de trucs pré-mâchés dedans. Ça vous évite de réinventer la roue. Aujourd'hui, dans la partie, on va dire, pré-mâchée, vous allez avoir des services autour de la génération de texte, la partie embeddings. Vous pouvez le brancher à des services AI divers. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser de l'Azure OpenAI avec. Vous pouvez brancher des modèles Phase, vous pouvez brancher de l'OpenAI classique. Il y a différentes options. Et après, on va retrouver plein de notions de plugins et de skills. Les skills, en fait, c'est ce qu'il sait faire. Typiquement, il a une skill native au plat. Il a des skills natives sur savoir ouvrir un fichier ou savoir résumer un fichier. Et après, on va retrouver plein d'autres choses comme des connecteurs. Donc, imaginez, par exemple, vous voulez aller chercher une information ou stocker une information, c'est des connecteurs qui vont être utilisés. Et enfin, différents plugins qu'on peut activer. Et ça va être un peu la force qui va arriver dans le système, c'est que ce système de plugins est censé être compatible avec les plugins OpenAI. Donc, ça va être facile d'utiliser les deux mondes ensemble. Je disais, c'est un produit Microsoft, c'est un peu en concurrent de LangChain. LangChain, aujourd'hui, c'est full Python. Enfin, c'est uniquement Python. L'avantage de Semantic Kernel,
c'est que ça va adresser des gens qui font du .NET et des gens qui font du Python. Aussi du Java, je crois, mais bon, c'est comme d'hab, ça arrive un peu après. Vous pouvez utiliser Semantic Kernel dans des libs. Il y a plein de petits exemples qui sont disponibles sur ce que c'est faire. Par exemple, un Semantic Kernel. Donc, vous avez des exemples de petits chats. Par exemple, là, il va aller faire un... Je vais arriver à voir ce que c'est. Il va faire un résumé d'une interaction d'un chat, par exemple. Donc, vous allez lui charger un gros fichier et il va déclencher différents types d'actions. Tous ces exemples-là sont open source. C'est pour ça que je vous les montre, c'est qu'ils sont faciles à aller voir sur GitHub et essayer de comprendre comment fonctionne LangChain dans ces cas d'usage-là. Notre exemple, par exemple, vous allez lui demander d'aller créer un livre en lui donnant quelques idées. Vous allez me dire, ouais, mais normalement, c'est juste une requête GPT et il saurait me générer quelque chose. Ben là, en fait, l'intérêt de la chose, c'est qu'il est capable d'orchestrer ces différents appels et ces différentes. On va faire un petit exemple. Alors. Là, on va faire original, c'est que dans l'exemple, moi, je viens du monde de .NET, C#, mais il y a des notebooks C# dans l'exemple. Si vous avez déjà fait des notebooks C#, les mecs qui font du Python, ils sont heureux de voir des notebooks. Les mecs qui font du C#, ils sont contents que ce soit du C#. Bah, c'est le meilleur des deux mondes. Si je vous montre, voilà. Vous voyez. Alors, ça, c'est un repo, c'est le repo officiel Semantic Kernel. Si vous voyez le nom du repo que j'ai cloné là-haut. J'essaie de vous mettre un display pour que vous ayez l'écran en entier. Il change tous les 4 matins. Vous voyez, j'ai reçu mis à jour mes sources hier. Il y a encore 26 commits qui sont arrivés depuis hier. Comment ça se passe? Bah là, derrière, c'est des notebooks que je vais pouvoir faire tourner directement dans l'interface comme ça. Donc là, par exemple, je vais lui dire, bah, moi, j'utilise Azure OpenAI, pas OpenAI. Donc, utilise de l'Azure OpenAI. Je lui ai donné, bien sûr, à côté, mes paramètres qui sont planqués dans la config. Je vais éviter de faire leaker mes clés à chaque fois. Donc là, le step suivant va aller chercher ces modèles. Vous voyez, OK, il a trouvé les infos dans config.settings. Ils sont là, mais les paramètres. Okay, si je vous montre un exemple de setting, ça ressemble à ça. Il stocke en gros le endpoint OpenAI, la clé d'API et le nom du modèle qu'on va utiliser. On va pas réciter la config, on s'en fout. Et dans les premiers exemples qu'on a, si je vous montre un peu l'usage des skills et autres, alors je vais refaire tourner les trucs, mais on n'a pas forcément besoin. Là, ça va aller faire un import d'un package NuGet. Donc, si vous faites du .NET d'habitude, vous allez faire un .NET add package machin bidule chouette et un using Microsoft.semantic kernel en haut. Et comment on crée ce kernel? On instancie un kernel builder pour commencer. Après, on va lui dire quels sont les services AI que tu vas pouvoir utiliser dans le cadre de ton traitement. Donc là, ce que ça va faire, c'est que c'est aller chercher dans mes settings mes infos OpenAI et comme j'ai use OpenAI à tout, il va aller il va aller déclarer en fait, dans la config l'usage du endpoint de complétion du chat. Donc en fait, avec ça, il est capable derrière lui d'aller appeler mon modèle OpenAI sur le endpoint, comme si j'étais dans l'onglet chat qu'on a vu sur le studio tout à l'heure. C'est même la même API qui est appelée derrière. Et ici, on va un exemple où on va lui donner des capacités, des skills. C'est-à-dire que ici, vous voyez qu'il va chercher dans un dossier qui est planqué plus bas, ici, un lot de skills qui existent, par exemple calendar, chat, children's book, etc. Et en l'occurrence, on va importer la skill qui s'appelle fun skill et on va lui dire, bah, sur cette fun skill joke, appelle-la moi avec tel message. Ça paraît un peu bizarre l'appel comme ça. Dans l'idée, c'est que si vous orchestrez, vous, une API qui répondait derrière un web chat, vous allez faire un peu la même chose, charger des skills et traiter, alors pas forcément en choisissant quelle fonction est appelée, parce que là, c'est en fait, on lui dit, bah, je veux vraiment faire une blague et fais-moi une blague sur ça. Il n'y a pas de planification, en fait, il sait directement ce qu'il doit appeler. Mais si vous l'utilisez un peu de manière plus évoluée, dans d'autres exemples qui sont plus compliqués, vous verrez que ce choix de quel skill doit être exécuté, c'est lui qui sait le faire. Donc là, on voit que ça a répondu. Bah, il a fait une blague en anglais sur le voyage dans le temps à l'âge des dinosaures. La blague, généralement, est assez merdique. Ce qu'on veut voir là-dedans, c'est que comment ça fonctionne, la skill. Je vais aller voir sur la partie joke ici. Vous allez voir deux choses. Il y a une config. La config, elle va dire quelle est l'opération que fait cette skill. Là, ici, c'est de générer une blague. Le type d'action qui est exécuté, les paramètres pour l'appel OpenAI, parce que derrière, il va appeler Azure OpenAI toujours avec un nombre de tokens, une température, etc. Les inputs qu'il attend. Mais ça, en fait, c'est des paramètres.
Les paramètres qui sont utilisés comment? À côté, vous avez un fichier qui s'appelle skprompt, et là, vous allez voir, il n'y a pas de magie. En fait, il a tout simplement appelé un modèle OpenAI en lui passant ça. C'est-à-dire, ça, c'est le prompt qu'il a envoyé. Il a juste remplacé ici les blocs style et le bloc input par ce qu'il a reçu à l'appel. L'input, c'était la phrase machin sur l'âge des dinosaures, et le style, il est dans la config qui est ici. On le trouve ici. Et avec ça, il a généré une blague dans le style humoriste, etc. Typiquement, si je fais joke must be, je sauvegarde. Si je relance mon step, là, il charge bien la skill, donc il va bien recharger le fichier que j'ai modifié. Et je leur demande une blague maintenant. Si tout va bien, il va faire une blague en français. Réveil. C'est là qu'il faut meubler en général. Ça pour une blague qui est très très merdique à la fin d'ailleurs. Elle est un peu plus longue que la précédente, mais elle est bien en français. Ce que ça apporte, en fait, c'est que vous allez avoir toute une gestion un peu optimisation du prompt aussi, puisque là, votre prompt, il est dans votre code, et vous allez pouvoir le faire vivre dans le cadre de votre projet, en fait, on va dire, comme du code classique. Et surtout, vous allez beaucoup y gagner sur la partie orchestration planification. Ce qu'on ne voit pas forcément avec ce premier exemple, qui était vraiment juste en mode de dire, voilà comment une skills fonctionne. Alors, je vais fermer les prompts. Si je vais plus loin, je vais prendre. Alors, il y a plusieurs exemples. Ça va progressif, ça vous montre comment charger les trucs depuis un fichier, comment en faire depuis en ligne. Là, je vais aller un peu plus loin, c'est-à-dire je vais vous montrer comment on va utiliser la partie planification. Donc, la partie planification, ça va appeler un peu plus de code, mais dans l'idée, on fait la même chose au départ. Vous voyez, là, c'est les mêmes steps que tout à l'heure, c'est juste qu'au lieu d'être en 4 étapes, ils les ont fait en un seul. J'ai importé mon package et j'ai créé un kernel builder sur lequel je paramètre mon endpoint Azure OpenAI. Ensuite, je vais lui dire, on va charger le sequential planner. Il y a différents types de planners. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que fait chacun, et ça a encore bougé il n'y a pas longtemps, donc je ne suis pas forcément à jour. Mais dans l'idée, lui, c'est il va essayer de planifier des tâches dans un ordre à faire. On va lui dire, toi, le kernel, tu connais ces skills-là. Donc là, on va lui donner 2 skills. Une qui sert à faire de la summarization, du résumé, et une qui sert à faire de l'écriture. Là, je ne lui ai rien demandé. C'est vraiment, je lui dis, qu'est-ce que tu sais faire? Et là, par exemple, je vais lui demander d'aller planifier quelque chose en posant une question. Je lui dis, demain, c'est la Saint-Valentin. J'ai besoin de quelques date ideas. My significant other. Tu vois que c'est des Américains qui ont fait ce démo, parce que my significant other aime les poèmes, donc écris-moi ça sous forme d'un poème. Et là, du coup, vous allez me dire, avec la planification, qu'est-ce que vous utiliseriez, le summarize, le writer? Là, il va vous dire, voici le plan que j'envisage. Le plan que j'envisage, c'est qu'il y a différents steps. Il y en a un, c'est d'aller trouver des idées de date en rapport avec Valentine's Day. Donc ça, c'est le writer skill. Et après, je vais toujours utiliser le writer skill pour créer ça sous forme d'un poème. Donc là, typiquement, il n'y a pas de summarization, mais il a cette planification-là. Il n'a pas exécuté de code pour aller générer le contenu, parce que là, il s'est arrêté à l'étape de planification. On va voir après l'exécution. Cette étape-là de planification, c'est lui, ça va appeler quand même vos modèles derrière pour aller comprendre ce que l'utilisateur avait demandé dans le texte. Donc, ce qui est compliqué dans l'usage d'un sémantique kernel ou d'un long-chain, c'est de savoir quel est réellement le coût en token de vos appels. Parce qu'en fait, là où avant vous aviez, j'envoie un truc, c'est mon nombre de tokens, et je récupère quelque chose, c'est mon nombre de tokens, là, des appels, il y en a plusieurs. Il a reçu un premier texte, il essaie de détecter l'intention, est-ce que je veux faire ça ou ça. Ensuite, il va peut-être affiner, essayer de trouver des informations dedans, donc potentiellement, il génère plusieurs appels derrière sur du GPT. J'ai oublié ce que ça faisait ensuite, excusez-moi, je vais essayer de me rappeler. Là, on va juste rajouter un nouveau type de skill, qui est l'écriture à la Shakespeare, parce qu'on s'est dit, tiens, on va aller écrire à la Shakespeare et essayer de faire un nouveau plan. C'est bon, c'est chargé, ok. Donc, c'est un peu la même, mais le même plan à générer, sauf que là, on le dit, j'aimerais bien que ça soit écrit à la Shakespeare, etc. Donc, on va créer un autre plan qui s'appelle New Plan. Et qu'est-ce que ça génère? Là, le plan, ça va être pareil de générer des idées en mode writer skill. Et derrière, on va utiliser la Shakespeare skill pour aller écrire à la Shakespeare en fait, par rapport aux idées qu'il a trouvées. Si vous regardez l'input de ce step-là, c'est l'output du step d'avant. C'est vraiment du séquentiel, c'est-à-dire je vais générer mes idées, ça va être du texte, et je vais utiliser ces idées en texte que je vais donner à mon Shakespeare writer pour qu'il me l'écrive à la Shakespeare.
Et ensuite, ensuite, il va quand même aussi appeler la version poème parce qu'au-delà de l'écrire à la Shakespeare, il faut l'écrire en poème. On exécute les plans, qu'est-ce que ça donne? Bah, alors le premier, il va l'écrire normalement. Ça peut prendre un peu de temps. Est-ce que je peux lancer les deux en parallèle? Ouais. Parce que là, ça a pris 8 secondes. Voilà, la liste des. Est-ce que c'est sous forme d'un poème? Ouais. Il y a des rimes. Enfin, il y a plus ou moins. Et le deuxième, alors le deuxième, il a mis un peu plus de temps quand je l'ai refait tourner tout à l'heure, ça a pris quasiment une minute, mais voilà. Quand vous avez votre plan, là, il part juste du plan, si vous regardez, hein, il y a je lui dis kernel run et je lui passe le plan qui doit passer, qui doit exécuter, et il vous sort votre sortie. Le temps qu'il finisse, je vais vous montrer. Avec tout ça, on peut utiliser tout ce qu'on a vu précédemment, les modèles, les limites, faire de l'embeddings, etc. Donc vous avez plein de démos différentes. Typiquement ici, vous voulez faire de l'embeddings à côté, il y a des paramètres pour ça. Vous allez pouvoir gérer de la mémoire, vous allez pouvoir gérer du contexte, que ce soit backé par un service qui stocke votre mémoire, un Cosmos, une database, etc. Ou même de la mémoire volatile. Il y a un mode où vous pouvez avoir une petite mémoire volatile dans votre système pour pouvoir traiter ça. Vous pouvez aussi appeler du DALI avec Semantic Kernel. Vous pouvez faire chose. Par contre, il faut arriver à comprendre, c'est le coût à l'usage. Mais typiquement, si vous imaginez ce que j'ai fait tout à l'heure en prenant sur GPT, j'ai dit généralement un prompt pour faire ça sur Dali. Bah, je pourrais l'orchestrer en un appel sémantique kernel en disant j'ai une skill, c'est de générer des prompts pour Dali dans un certain format. Et derrière, la deuxième skill, c'est d'appeler sémantique kernel et générer une image et de me la sortir. Et ça, je pourrais l'APIser derrière, typiquement, de faire une API, une agent fonction qui utilise sémantique kernel pour faire ces différentes actions. Alors, sur cette partie notebook, j'ai fini. Hop, je vais pouvoir mettre en. Est-ce que c'est pas trop perché pour l'instant, sémantique kernel? Parce que je ne veux pas, promis, je veux pas trop loin dedans non plus, parce que c'est assez puissant, mais j'avoue que pour l'instant, j'arrive encore un peu à la limite de l'usage où ça tourne encore un peu. Ça, c'est ce que je vous ai montré. Là. Il y a d'autres démos plus intéressantes, plus packagées qui sont fournies à côté. Si vous grattez sur les différents repos autour de Semantic Kernel, il y en a une qui s'appelle Chat Copilot, donc github.com/microsoft/chat-copilot. L'idée, c'est qu'ils ont fait un web chat, le front-end, le back-end. Tout le back-end est basé sur du Semantic Kernel. Il sait faire des plugins de base. Vous pouvez activer des plugins Graph API. Vous pouvez activer, il y a 4 ou 5 plugins qui sont déjà proposés d'origine. Et vous allez pouvoir du coup un peu voir comment ça se passe derrière parce qu'il y a vraiment tout est sur GitHub. Donc comment ça se passe sur ce repo-là? Alors, il a cette interface-là, je vais vous le montrer. Si vous voulez repasser pour vous le faire tourner chez vous, donc vous clonez le repo, vous installez toutes les dépendances nécessaires. Donc il y a un petit script d'installation directement fourni. Si vous faites de Linux, c'est pareil, il y a un script en version bash aussi. Vous configurez vos paramètres, parce que là, encore une fois, il va se baser sur votre service OpenAI qui est derrière. Donc, il y a une petite ligne de commande pour passer son service, le type de service AI, le endpoint et la clé. Ça va stocker sans. Je crois que c'est des user secrets qui sont stockés, donc c'est assez. Après, vous le démarrez. Alors, je vais peut-être passer juste sur les slides plutôt que de vous montrer directement, parce que je vois qu'il fait chaud, ça va se rafraîchir. Le web chat de base, vous arrivez sur cette interface-là, il y a un mode historique par à gauche, vous pouvez discuter, c'est tout simple. Vos premières requêtes, vous allez demander par exemple est-ce que tu peux me faire une recette ou un machin, etc. et me l'envoyer par mail. Vous voyez qu'il va vous proposer certaines tâches, mais qu'il ne va pas forcément savoir tout faire dès le départ parce que vous n'aurez pas activé tous les plugins. Donc, comment on fait pour les plugins? En haut à droite, il y a un petit bouton plugin et vous voyez ce qu'il vous propose. Des plugins custom que vous feriez vous, et après il en a par défaut GitHub, Microsoft Graph, Jira. Et si vous voulez utiliser Microsoft Graph, vous voyez que par défaut il n'est pas cliquable. Il faut que vous soyez connecté sur le sign-in sur l'interface. Donc là, je ne suis pas connecté avec un user. Vous pouvez vous connecter avec un user. Si vous avez un user sur un compte professionnel, c'est mieux pour faire tester c'est mieux pour tester ces usages de Graph parce que typiquement c'est pour aller créer des tâches, pour aller envoyer un email automatiquement. Donc moi quand je fais la démo avec mon compte Gmail qui est associé à mon truc, il n'y a pas de boîte mail derrière avec Graph. Vous pouvez déclarer votre propre plugin et ce qui est important de comprendre, c'est que le manifeste qu'on vous demande, c'est un manifeste OpenAI. Ce n'est pas du Azure OpenAI, c'est commun, c'est les mêmes types de plugins.
Si vous utilisez du graph, il va falloir mettre de l'authentification sur votre web app. Par défaut, ce n'était pas actif. Pour ça, je vous ai mis quelques tips si vous voulez refaire pareil. Vous allez devoir créer deux applications dans un Azure AD, une pour le front-end, une pour le back-end. Et l'application du back-end expose une API qui est autorisée par l'autre. Je passe vite dessus parce que j'ai bien compris qu'il y a beaucoup de gens à qui ça ne parlait pas, donc ça ne sert à rien que j'explique en détail cette partie-là. S'il y en a qui veulent le voir après, j'essaie. Là, j'ai rajouté l'API, j'ai autorisé et je déclare la URL. Et quand je lance la première fois, je vais passer par un approval de l'autorisation de la registration. Et une fois que j'ai fait ça, je peux me sign in et surtout, je peux utiliser Graph. Le plugin Graph, qu'est-ce qu'il fait? Il vous autorise ce genre d'action. Lecture calendrier, lecture mail, envoi de mail, lecture-écriture sur les tasks et lecture d'infos utilisateur. Par exemple, pour aller chercher le compte mail de l'utilisateur, enfin l'adresse email de l'utilisateur. Et si on teste avec de la planification, bah, on va se retrouver par exemple à si je lui mets donne-moi une recette de lasagne convertie et convertis-moi toutes les unités de volume en cuillère à café et envoie-moi le tout par mail. Voilà à quoi va ressembler une planification renvoyée dans le web chat. Là, c'est un truc un peu plus visuel. Il va vous dire, bah voilà, j'ai compris que tu voulais une recette de lasagne avec des unités converties en cuillère à café et t'es envoyé par mail. Bah, la première chose que je vais faire, trouver ton adresse email. Pour envoyer par mail, il faut que j'ai ton adresse. Ça, il sait le faire parce que j'ai activé le plugin Graph et que lui a déclaré certaines skills, certaines capacités. Et la partie envoi de mail, du coup, c'est pareil, c'est une autre action du plugin Graph. Du coup, il va comprendre qu'il doit aller chercher une info avec du GPT, il doit aller chercher une info d'adresse avec le plugin Graph et il doit après envoyer le mail. J'ai après, tu avais un bouton ici de hey, voulez-vous exécuter mon plan? J'ai fait oui. Je suis mangé une erreur parce que je suis sur mon compte Gmail et qu'il n'y a pas de boîte mail derrière, donc il n'a pas réussi à trouver mon user. Je vous mets là, mailbox not enabled. Si vous voulez tester ça avec les parties graphes, vraiment utiliser un compte pro, c'est mieux. Un autre exemple d'utilisation de graph, vous vous demandez quelle est mon adresse email. Super, oui, je vais cliquer, il sait retrouver mon adresse email basique. Je n'ai pas de compte mail, mais j'ai quand même une adresse email associée au compte. Quand vous regardez la planif, vous pouvez voir en fait dans vos demandes ici un onglet Plans qui est assez intéressant, c'est pour comprendre quelle est la planification que lui a générée. Pour comprendre un peu comment ça fonctionne derrière. Vous allez retrouver un peu comme tout à l'heure les différents steps qu'il a vus. Par exemple, là, quand je demandais quelle est mon adresse email, lui, son plan, c'est d'aller utiliser le step get my address email et de je vais finir avec, j'ai 2 slides encore, après j'arrête. Vous retrouvez une information sur l'usage des tokens dans l'ensemble du service. Vous verrez notamment qu'il y a des memory generation qui sont comptés dans les tokens. Parce que selon comment ils stockent les tokens, s'ils génèrent des embeddings pour stocker l'info, par exemple, ça compte aussi dans le coût d'usage des tokens. Donc ce démonstrateur, il est pas mal. Il est assez intéressant pour voir les skills et je pense que demain, il servira pas mal si vous voulez tester vos propres plugins ou autres, voir si vous arrivez à vite les brancher. Vous n'allez pas vous emmerder à recoder un web chat et tout, directement, vous pouvez les importer dans ce démonstrateur-là. Conclusion, je dirais que j'ai fait un peu de LangChain sur un autre projet avec d'autres collègues. Je ne viens pas du monde Python, donc j'ai toujours un peu de mal à accrocher avec la syntaxe de LangChain, etc. Rentrer dans sémantique kernel, c'est compliqué, toute honnêteté. Le mieux, c'est de prendre les samples du repo fiel, la partie notebook que je vous ai montré, les passer un par un et vous verrez progressivement ajouter chaque brique de l'ensemble. Parce que la problématique, c'est qu'on ne peut pas faire un debug classique, contrairement à du code. Vous n'allez pas faire un F5 et step by step, il y a des moments où vous n'allez pas comprendre où il est passé. Mais par contre, si vous venez du monde .NET, typiquement, c'est plus facile de rentrer dans un sémantique kernel et surtout, c'est open sourcé. Là où LangChain, je ne crois pas, je ne suis pas sûr. Non, ça dépend. Ok, on est parti. Mais du coup, ça peut aussi servir aux gens qui font du Python. Ça évolue souvent. Si vous commencez à regarder aujourd'hui, entre les premiers usages qu'on en a vu nous au mois de... c'est sorti, je crois, en début d'année. On en avait parlé à Azure Tech Summit à Paris en mois de juin. La stack évolue très très souvent. Il y a une grosse équipe produit qui publie beaucoup. Donc, si j'ai plus le nom de monsieur qui publie, mais c'est assez intéressant. Je vous ai mis juste des liens utiles et après on arrête là-dessus. Si vous les voulez en photo ou autre, si vous voulez que je les envoie, on arrête là. Vous avez des questions, des réponses? Est-ce que vous voulez voir d'autres trucs? Après, si vous voulez, on peut manipuler. S'il y en a qui veulent jouer avec GPT, je peux vous laisser jouer. Vous ne pétez pas trop mes quotas, ça va? Oui,
s'il y a des questions, je les répéterai au micro pour qu'on l'entende sur l'enregistrement. Est-ce qu'il y a des questions? À part où est le bar, où est l'apéro et j'ai faim. Ça, je laisse ces questions. Eric, tu peux? Non? Je reste là. Si vous voulez discuter, n'hésitez pas. Ou si vous avez d'autres questions, même plus larges sur Azure OpenAI ou autre. Merci. J'ai oublié les prochains meet-up. Vas-y.